Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. On en porte presque tous les jours, mais on ne se pose pas souvent la question de comment elles sont fabriquées et l'impact qu'elles peuvent avoir. Je parle bien évidemment des chaussures, simple accessoire nécessaire à la marche et à la course ou véritable objet de mode et d'identification. Nos souliers peuvent être bien plus que cela et avoir un impact important sur la planète. Pour parler de chaussures, je suis allé à la rencontre de Kevin Goujon, co-créateur de la marque Ngo Shoes, des baskets équitables et solidaires. Bonjour Kevin. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez d'abord donc vous présenter ? Oui, donc Kevin Goujon, je suis le cofondateur de Ngo Shoes. On est une marque de baskets équitable, solidaire et éco-responsable basée à Nantes. Et on existe maintenant depuis 6 ans. On a cofondé la boîte avec Ronan, qui est donc un ami d'enfance on se connaît depuis le lycée. Et on a souhaité entreprendre autour du voyage et de ce lien multiculturel qu'on a avec les artisans et dont on va parler durant ce podcast. Exactement. Et alors du coup, comment a été créé Ngo ? Alors, pas de nos formations, puisqu'on n'a pas fait d'école de commerce ou on va dire de schéma classique pour monter une entreprise. Moi-même d'ailleurs, je pensais pas du tout monter une entreprise durant mes études, ni même après. Moi, j'ai fait des études pour devenir expert comptable, donc j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable. Ok. Et il y a différentes choses qui nous ont amené vers l'entrepreneuriat. Pour moi, la première chose, ça a été la quête de sens. Et je me suis dit... à quoi je sers, je veux être utile, je veux me sentir utile. Et du coup, j'ai été vers l'entrepreneuriat pour y mettre mes valeurs et construire un projet autour de mes valeurs. Et à l'époque, je voyageais beaucoup, notamment en Amérique latine. On a voyagé d'ailleurs avec Ronan. Et à chaque fois, j'étais fasciné par l'artisanat que je pouvais y trouver. J'adorais passer du temps dans les marchés artisanaux et autres. Et j'ai eu envie d'entreprendre autour du commerce équitable, autour de différents savoir-faire, mais je parlais pas encore de chaussures. C'était vraiment travailler autour du commerce équitable, mettre dès le début en place un cercle vertueux où on reverse une partie à une asso. Bref, on fait quelque chose pour que l'entreprise soit saine et fasse des bienfaits pour toutes ses parties prenantes si elle est amenée à grandir. Et c'est de ce principe-là que je suis parti. J'en ai parlé à Ronan. Et en fait, Ronan, lui, a travaillé et vécu longtemps au Vietnam. Il en revenait juste et il m'a dit j'adore ce pays, je connais des artisans et des coopératives là-bas. Donc, si tu veux, on peut aller là-bas et travailler avec le Vietnam autour de l'artisanat. Et donc, ça, c'était en 2016. Et donc, l'idée est née comme ça. Et c'est qu'une fois au Vietnam qu'est venue l'idée de la chaussure. Parce que le Vietnam a un gros savoir-faire dans la basket. Ça reste un élément très technique. Et on était tous les deux fans de sneakers. Donc, on a été vers ce créneau de la basket équitable et solidaire. Mais en quelque sorte, ça aurait pu être autre chose. Et d'ailleurs, on fait aujourd'hui de la bagagerie. Ce qui nous importait, c'était vraiment les valeurs et le projet qu'il y a derrière. Et c'est toujours ce qui nous importe et nous intéresse aujourd'hui. Et alors, du coup, justement, pourquoi plus le commerce équitable et l'étranger que du Made in France ? Alors, il y a la première raison, c'est justement de nos voyages. C'est-à-dire que moi, je m'épanouissais dans le voyage, je m'évadais dans le voyage et j'ai eu envie de retrouver ce lien multiculturel, cet aspect qui me faisait rêver aussi dans mon boulot. Et Ronan, pareil, puisque lui, il a été moi, je fais que voyager entre guillemets. Lui, il a été jusqu'à vivre à l'étranger. Bientôt, il aura vécu plus longtemps à l'étranger qu'en France d'ailleurs. Et donc, c'est tous les deux cette passion-là qui nous a donné envie d'entreprendre autour du voyage et aller ailleurs, là avec les artisans. C'est des coopératives qui sont au nord du Vietnam. Donc, on travaille avec nos fournisseurs sans intermédiaire. Donc, Ronan parle vietnamien. Donc, il faut apprendre le vietnamien, voir leur dialecte pour parler avec elles. Maintenant, on est invité dans leur village, on passe du temps avec elles. Enfin, il y a tout ce côté dans notre métier qui dépasse juste le fait de faire une chaussure et de vendre une chaussure. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, qu'on aurait moins eu évidemment en France. Et il y a un autre aspect, on va pas se le cacher aussi, c'est que le Made in France aujourd'hui c'est cher et au moment où on a créé la boîte, on avait 25 ans et on voulait une marque qui nous ressemble. Et nous, on ne portait pas à l'époque et encore pas maintenant puisqu'on porte nos chaussures, de chaussures à 200 € ou plus. Et on voulait vraiment une marque qui nous ressemble, des clients qui nous ressemblent. Et on s'est dit, on va montrer autre chose du Vietnam, montrer qu'il y a du savoir-faire, de l'artisanat,
construire quelque chose autour de ça et faire en sorte que cette chaussure éthique, on puisse la faire à un prix qui reste abordable, plus que du Made in France. Et voilà, c'était aussi ce souhait-là qu'on avait et qu'on a toujours. Ça ne veut pas dire qu'un jour on ne travaillera pas sur le Made in France, ça se démocratise de plus en plus. Et plus d'ailleurs qu'en 2016 quand on a créé la boîte. Mais pour autant, il y a encore des techniques dans la basket qui se font pas ou à un prix qui n'est pas le nôtre. Et puis maintenant qu'on a tout construit autour d'une clientèle, genre, nos chaussures sont entre 100 et 130 euros. Aller sur du plus de 150 euros, voire 200, forcément, ça complexifierait notre business model. Mais voilà, avant tout, c'est surtout ce goût du voyage et de ce lien multiculturel avec notamment les artisans qui nous a donné envie d'entreprendre ailleurs. Et d'ailleurs, je finirai là-dessus, on a eu, au moment où on s'est dit, on le fait avec le Vietnam, on s'est dit, on pourrait travailler avec un peu en mode artisan du monde, quoi. On pourrait travailler avec différentes formes de savoir-faire, différentes formes d'artisans un peu partout dans le monde. On pourrait aller en Amérique latine. On avait fait un voyage avec Réseau Entreprendre, d'ailleurs en Guyane française. Ils nous avaient dit, mais allez-y, il y a plein de gens qui ont un savoir-faire qui se perdent, qui ont besoin de boulot. Donc, allez travailler en Guyane autour de l'artisanat et faites vivre ces coopératives d'artisans. Voilà, c'est ça qui nous anime. Alors, vous avez parlé là du réseau Entreprendre. Donc, vous avez été lauréat Réseau Entreprendre Atlantique donc en 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre développement ? Alors, beaucoup de choses. Donc, moi, quand je travaillais en cabinet d'expertise comptable, je voyais beaucoup passer Réseau Entreprendre dans les différents dossiers de création, de reprise, etc. Donc ça a été un peu naturel pour moi au moment où on était prêt de se dire il nous faut Réseau Entreprendre. Pour moi c'était un peu un immanquable. On l'a pas fait tout de suite, on l'a fait au bout de 2 ans d'activité puisqu'il fallait quand même qu'on soit un minimum structuré et qu'on ait fait des premières embauches et surtout qu'on prévoit différentes embauches. Et au moment où on l'a fait, je pense qu'on était très peu structuré, on faisait un bon chiffre d'affaires, on était rentable, etc. Mais on arrivait dans une phase importante où on sortait du côté on est à 2 fondateurs, à on va avoir des salariés, on va se structurer, on va avoir une équipe. Et je pense qu'ils nous ont beaucoup aidé à passer ce cap, que ce soit notre accompagnateur qui s'appelle Damien Raillet ou l'ensemble du réseau. Et à travers le club, rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui ont plus ou moins les mêmes problématiques, on se sent moins seul. Il y a la solitude du dirigeant qu'on parle souvent. On se sent moins seul. On se sent accompagné, soutenu par un réseau. On peut avoir n'importe quel contact et on s'ouvre à un réseau et de potentiels contacts. Et le système de Réseau Entreprendre, c'est que pendant 2 ans, tous les mois, on a un club sur un sujet. Et à chaque fois, le sujet m'a été bénéfique. C'est des choses sur soi, le planning du dirigeant, le développement personnel, mais aussi sur sa boîte, sur en cas de contrôle fiscal, qu'est-ce qui se passe, le développement commercial, comment on doit se structurer, voilà. Enfin bref, tout un tas de sujets. Donc ça m'a énormément aidé. Et le but de Réseau, c'est des chefs d'entreprise bénévoles qui donnent du temps à d'autres chefs d'entreprise. Et donc, au bout de ces 2 ans de lauréat, je suis passé membre d'Avenir. Et donc, à mon tour de donner du temps à d'autres. Et donc, j'accompagne un projet sur Nantes qui s'appelle les Petits Pénates. Ils construisent des tiny house sur Nantes. Je suis aussi animateur d'un club, le Club 42. Et des fois, je fais partie des comités de lauréats. Donc, voilà, à mon temps de donner du temps justement pour ces jeunes chefs d'entreprise. Ouais, c'est chouette. Et alors du coup, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on est 10. Donc au moment où on est rentré chez Réseau, je crois qu'on recrutait notre première salarié. Et là maintenant on est une équipe de 10 personnes avec la quasi-totalité de l'équipe sur Nantes autour de la communication, du marketing et du commercial B2B puisqu'on travaille beaucoup en magasin multimarque. Et on a une personne, Vin, qui est à Ho Chi Minh au Vietnam et qui est notre bras droit sur place, notre ingénieur sur place et qui, vu comme je le disais, notre but c'est de travailler sans intermédiaire. Et c'est lui qui a la relation directe avec tous nos fournisseurs, suivi et piloté par Ronan, donc mon associé, qui lui a vécu longtemps au Vietnam, habite maintenant à Barcelone depuis le Covid et devrait retourner au Vietnam l'année prochaine puisque on est en cours de levée de fonds sur l'ITA, une plateforme de crowdfunding. Ouais. Et dans le but de continuer de se développer, on a différents projets de croissance.
Et ça va amener plus de projets autour du produit, de la R&D, de l'éco-responsabilité, etc. Et Ronan va sûrement retourner au Vietnam pour avoir une présence supplémentaire sur place et peut-être agrandir même l'équipe au Vietnam autour de Vinh. D'accord. Alors vous avez aussi évoqué tout à l'heure l'aide à des associations. Comment ça fonctionne exactement, ces aides? C'est des associations donc locales au Vietnam, c'est ça? Ouais, c'est ça. Quand Ronan est retourné au Vietnam en 2016, il a contacté des coopératives d'artisans, donc ils font le tissage à la main qu'on retrouve sur tous nos produits, qui en fait l'identité, l'originalité. Et donc c'est notamment à travers ça qu'on travaille sur la partie équitable. Et il a également contacté des associations, différentes formes d'associations dans des œuvres qui nous touchaient, dans le but de mettre en place un partenariat dès le début. Alors c'était un peu touchy parce qu'on faisait encore 0 € de chiffre d'affaires et on leur vendait quelque chose, mais le but c'était de leur dire on crée un partenariat dès le début. Et ça fait maintenant donc 6 ans qu'on est en partenariat avec Sao Bien, qui est une ONG basée donc au Vietnam et qui construit les écoles au Vietnam. Donc ils font à peu près 6-7 projets par an. C'est eux qui sont en lien avec les autorités locales, qui définissent les besoins en termes d'infrastructure. Ça va plutôt être au nord du pays. Il y a une grosse différence entre le nord et le sud du pays, qui est très développé, notamment Ho Chi Minh, qui est une grosse mégalopole, et le nord où c'est des villages difficiles d'accès, reculés, avec très peu d'infrastructures et notamment des écoles. Donc Sao Bien intervient là où il y a besoin pour construire des écoles. Alors c'est pas des écoles comme chez nous avec un panier de basket, une grande cour de récré, voilà, ça reste des salles de classe pour l'ensemble des villages d'une zone qui a été choisie avec les autorités locales. Et nous on vient financer ces écoles, et en moyenne on finance une école par an. Donc depuis le début du projet, on a financé 5 écoles, la construction de 5 écoles, et ça représente à peu près 300 enfants scolarisés. C'est à peu près, c'est chouette, hein. On est autour d'une 50aine d'élèves environ par école, maternelle, primaire. Et voilà, et ça fait depuis le début qu'on est en partenariat avec eux, et le but c'est de continuer ce partenariat avec eux, de continuer de le développer, et voire même, pourquoi pas, travailler avec d'autres associations. On aimerait pouvoir intervenir aussi dans les villages où sont les coopératives d'artisanes, sur d'autres projets sociaux et sociétaux. Donc voilà, on a et là ça aussi, la levée de fonds va nous permettre d'avoir plus de temps et de budget pour investir dans des choses au Vietnam. Alors justement, la chaussure, on en parlait tout à l'heure, c'est très technique, ça nécessite énormément de matériaux différents. Le côté éthique, justement, c'est aussi par rapport aux matériaux qui sont utilisés? Ouais, tout à fait. Donc en effet, comme je disais, on a 3 valeurs fondamentales: le commerce équitable, la solidarité avec le projet caritatif dont on vient de parler, et l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité dans la mode, c'est beaucoup de choses. Déjà, avant toute chose, ça c'est peut-être mon côté comptable, mais il faut mesurer les choses. Et donc depuis 2019, on fait un bilan carbone avec Tuvalu, entreprise nantaise, qu'on publie d'ailleurs sur notre site internet, que vous pouvez retrouver dans la partie mission. Le but de ce bilan carbone, c'est de se dire, on produit, donc on pollue. Maintenant, combien on pollue et où est-ce qu'on pollue et où est-ce qu'on peut intervenir. On nous parlait beaucoup du transport, on fait venir en conteneur nos chaussures du Vietnam en France. Au final, ça représente 2% de notre impact carbone. À l'inverse, la fabrication de chacune des matières premières pour faire la chaussure et la fabrication de la chaussure en elle-même, c'est 80% de notre impact. Donc le transport est totalement minime comparé au reste. Donc si on doit faire un focus, puisque le but étant de diminuer l'impact carbone par paire, c'est de faire un focus sur la chaussure et sur les matières de cette chaussure. Donc ça va être par exemple travailler sur des matières recyclées, ce qu'on fait, ou des matières biosourcées, essayer de mettre davantage de composants ou naturels ou recyclés dans la chaussure, en trouvant un juste milieu avec la durabilité, la solidité et le confort de la basket. Donc pour ça on fait des tests en laboratoire, etc. Et là aussi, la levée de fonds, le but c'est aussi d'avoir plus de budget et de temps pour la partie R&D, trouver des solutions. Et on est en partenariat avec l'ADEME là-dessus, qui fait pas mal d'études sur le sujet, et notamment une étude qu'on fait avec eux et d'autres marques sur quantifier l'impact d'un cuir versus d'une toile de coton, bio ou non bio, d'un polyester recyclé, etc., etc. Donc c'est vraiment d'aller sur une analyse de la matière
pour aller plus loin que juste notre impact global divisé par le nombre de paires. Et une fois qu'on aura ça, le but, c'est que sur chacune de nos fiches produits du site internet et surtout même peut-être le packaging demain, on puisse afficher l'impact carbone de chaque paire de chaussures et qu'on puisse comparer un modèle avec un autre, etc. en fonction des matières. Voilà. Donc ça, c'est le but de tout ça. Et en publiant notre bilan carbone, ça nous engage, on est obligé de trouver des solutions et de baisser cet impact carbone par paire, sinon ça se voit et on n'a pas rempli notre enjeu. Ouais. Donc l'éco-responsabilité, c'est ça, mais pas que. C'est-à-dire que si demain on trouve le moyen de faire une chaussure 100% recyclée, aujourd'hui ça n'existe pas, contrairement des fois à des pubs greenwashing où malheureusement il n'y a pas assez de normalisation sur les termes qu'on peut utiliser ou non. Admettons on y arrive, si on continue d'aller sur le côté saisonnier de la mode avec des micro-séries, du gros volume de production qu'on retrouve à moins 70% 3 mois après, pour moi c'est pas ça l'éco-responsabilité. Il faut, et c'est notre but, que dans notre collection on en fasse moins, donc aller à l'essentiel, mais faire en sorte d'avoir des modèles permanents, non saisonniers, qui fassent qu'en fin de saison, on n'est pas obligé de solder, ni nos magasins, ni sur le site internet, parce qu'en fait, c'est renouvelé la saison d'après, et on reste sur des choses intemporelles et basiques. Notre modèle Saigon classique, par exemple, c'est un modèle qu'on a sorti en 2018, et qu'on a toujours aujourd'hui, qui est inchangé et qui est notre best-seller depuis 2018. Ça, c'est un peu ce qu'on cherche à faire avec toutes nos collections. Alors évidemment, des fois, on se plante, un mauvais coloris ou un mauvais modèle. Ça se retrouve du coup en fin de série sur notre site internet, donc à moins 30%, jusqu'à épuisement du stock. Mais c'est des modèles, alors déjà, c'est à la marge, et c'est des modèles qu'on reverra plus après. C'est, en gros, c'est des loupés, ce qui arrive. Mais vraiment, notre but, c'est vraiment de faire du permanent et de pas pousser à la surproduction et à la surconsommation, donc pas de promotion et de solde à outrance. Ça c'est top. En France, on est très label, certification, tout ça. Est-ce que vous avez aussi des labels et des certifications chez Ngo ? Oui, alors on en a auprès de nos fournisseurs, c'est-à-dire avant de sélectionner un fournisseur, on va s'assurer qu'il a différents labels. Donc par exemple, label sur la matière en elle-même, quand c'est une matière recyclée, il faut bien qu'il y ait le label. Sur le fournisseur en lui-même, audits sociaux, environnementaux. Et surtout, au-delà de ça, nous, il faut qu'on puisse le rencontrer, le visiter, le connaître et s'assurer de notre propres yeux, et c'est ça finalement, nous, notre meilleur label, que tout ce qui nous avance et que tous ces labels et ces audits soient vrais. Et c'est vraiment cette relation qu'on va créer avec eux qui va nous garantir, nous, cet aspect équitable et éthique, là où des fois on aurait pu se faire berner. Je prends un exemple, un fournisseur au Vietnam qui avait pourtant le label plastique recyclé, donc le GRS. En visitant ce fournisseur, on s'est rendu compte qu'il produisait le plastique et qu'il recyclait aussitôt le plastique. Donc en effet, c'était du plastique recyclé, mais il est facile de comprendre que c'est pas du tout le but complètement de ce plastique recyclé. Voilà, donc évidemment, on n'a pas travaillé avec ce fournisseur, mais c'est en rencontrant, en visitant ce fournisseur, et je crois beaucoup à ça, que on peut aller plus loin que des labels et des audits. Voilà. Pour autant, ils en ont en plus de nos yeux. Et nous, en tant qu'entreprise Ngo Shoes, on en a aussi, et on en a surtout un, qui est le label B Corp, qu'on a eu en 2020, label international et qui va certifier un peu tous les secteurs de l'entreprise, la gouvernance, la partie management RH, la production, etc. Donc on l'a eu en 2020 et on l'a toujours depuis, et le but est d'améliorer sa note au fil des audits et des années. Et c'est quelque chose qui... Alors en France, il n'est pas très connu d'un point de vue particulier, plus d'un point de vue professionnel. Par exemple, on est présent en Allemagne, il est beaucoup plus reconnu chez les particuliers allemands. Donc, c'est d'ailleurs notre distributeur allemand à l'époque qui nous avait poussé à le faire. Et voilà, donc c'est le principal label audit qu'on a. On n'en a pas d'autres pour le moment parce qu'on n'a pas envie de multiplier les labels et plutôt se focaliser sur celui-ci et chercher à améliorer la note chaque année. Oui, puis ça coûte cher. Oui, en plus, voilà, et ça a un coût. Donc ça, en plus des bilans carbone et autres, c'est quand même de l'argent qui, pour nous, est utile parce que ça nous aide à formaliser notre démarche RSE, à nous structurer, à aller plus loin et puis à rendre des comptes aussi à nos particuliers, à nos clients, je veux dire. Mais c'est pas quelque chose qui va servir directement l'entreprise. Et je peux comprendre que certaines jeunes marques
ne souhaitent pas investir ce budget-là et préfèrent le mettre ailleurs. Mais nous, très vite, on a voulu le mettre là-dedans pour se structurer. Ouais, c'est top. Je me rends compte que je vous ai pas posé la question. Ça veut dire quoi, Ngo? Alors, Ngo, tel qu'il est écrit, c'est-à-dire sans accent, ça ne veut rien dire en vietnamien. Par contre, c'est un nom de famille, Ngo. Il y a Nguyen qui est connu. Ngo est également un nom de famille vietnamien. Et suivant les accents qu'on peut mettre dessus, ça peut vouloir dire différentes choses. Alors en tête, j'ai céréales ou ruelles, voilà, par exemple. Mais nous, on n'a pas d'accent, donc ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Par contre, on voulait cette consonance vietnamienne. On voulait un nom qui ait une consonance vietnamienne et qui se transpose facilement en anglais parce que très vite, et dès le début d'ailleurs, du fait de nos voyages, on voulait ce côté international de la production, mais aussi à la vente, à l'export. Et aujourd'hui, on fait un quart de notre chiffre d'affaires à l'export. Très vite, on a été à l'export et d'ailleurs, on va continuer de l'être, notamment avec la levée de fonds. Et donc, on le transpose en anglais en Ngo for social sneakers et aller pour des chaussures plus sociales. Et à l'époque, on avait d'ailleurs donc on avait créé nos premiers réseaux sociaux autour de la marque. Donc au début c'est surtout ta famille, tes proches et puis les potes de tes potes, on va pas se le cacher. Sur Facebook en 2016 parce que c'est le réseau à l'époque plutôt numéro 1. Et on avait demandé à ces personnes différentes choses autour des premiers échantillons, du logo et donc le nom de marque. On avait fait différentes propositions et c'était Ngo qui était ressorti en numéro 1. Okay. Donc en fait on avait fait un peu de la co-création à l'époque sans s'en rendre compte et sans l'appeler comme ça. Là où aujourd'hui on fait de la co-création sur nos futurs produits. À chaque fois qu'on sort un produit maintenant on a tout un process de sondage. Et on le fait aujourd'hui, on le formalise aujourd'hui. Finalement, en fait, on le faisait à l'époque, mais sans s'en rendre compte et sans le nommer, quoi. Donc, c'est marrant de repenser à ça. C'est vraiment dans l'ADN, finalement, de l'entreprise. Ouais, complètement. Comme ça. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on fait cette levée de fonds sur l'ITA, c'est de dire, oui, on veut grandir, oui, on veut ouvrir le capital, mais pas n'importe qui, pas un gros fonds d'investissement. Voilà, on veut le faire avec nos clients, avec ceux qui nous suivent depuis le début, avec ceux peut-être qui vont nous découvrir sur l'ITA. Mais voilà, aller jusqu'au bout de la démarche, y compris dans la gouvernance et le capital de l'entreprise, avoir quelque chose de sain. Alors, il y a une question que je pose à tous mes invités qui est, est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Alors, je pense que oui, parce que ils naissent avec ces sujets autour de l'écologie, de l'éco-responsabilité et autres. Ils l'apprennent même parfois à l'école parce qu'il y a des cours autour de ça. Donc, je pense qu'ils l'ont en eux et ça le sera de plus en plus. Pour autant, j'aimais quand même une petite interrogation sur ce qui nous concerne, nous, la mode. C'est quelque chose que j'ai pu observer, j'interviens beaucoup auprès d'écoles. Et c'est, oui, l'éco-responsabilité, mais pas souvent dans la mode quand même. Quand je regarde leurs vêtements, ils le disent d'eux-mêmes. Ils vont porter des Nike au pied, ils vont porter du Shine, des marques qui, d'un point de vue et social et environnemental, sont désastreuses. Parce qu'il y a ce côté... l'aspect de la mode, image que ça renvoie de soi-même, être habillé comme les autres, ou qui joue énormément, en tout cas pour les plus jeunes. On cherche, je pense, à être un peu plus original et soi-même passer un certain âge. et ils en sont conscients. Souvent on débat comme ça après en cours, après mes interventions, et ils le disent. C'est oui, pourtant on a des valeurs, mais c'est vrai qu'ils l'appliquent pas forcément à la mode, en plus d'une question de budget, parce qu'évidemment la mode éco-responsable coûte parfois un peu plus cher, quoique quand je compare le prix de nos baskets avec celle de Nike, pour autant il n'y a pas une grande différence de prix. Mais voilà, ce qu'ils me disent, c'est ils ont besoin d'avoir confiance dans la marque, et en fait ça passe par le marketing, par la notoriété des grandes marques internationales, et puis le côté appartenance aussi, par exemple tel sportif il porte des Nike alors ou des Adidas ou des Puma, j'en cite plusieurs, oui. Mais effectivement il y a ce côté appartenance à une communauté quand on est jeune qu'on perd en fait effectivement avec l'âge. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, il y a cette petite parenthèse sur la mode qui, évidemment, c'est pas une généralité. Faut pas. Il y a plein d'étudiants qui me contactent et qui eux sont dans cette démarche, y compris dans la mode. Mais la majorité des élèves où j'interviens dans les différentes écoles à Nantes, et peu importe d'ailleurs que ce soit ingénieur, école de commerce ou autre, généralement c'est vrai que c'est un secteur où ils ont encore du mal à y mettre leurs valeurs, alors qu'elles sont là et qui sont pour la plupart nées avec.
Où est-ce qu'on peut retrouver les chaussures? Donc tout à l'heure, vous avez évoqué des magasins, mais aussi du site internet. Où est-ce qu'on peut en Alors, acheter? notre site internet, ngo-shoes.com, où on a tous nos modèles, et on peut retrouver sur notre site internet nos différents points de vente. On travaille aussi beaucoup en magasin. Alors, c'est pas nos magasins, c'est des magasins multimarques. Dans la région, on va retrouver par exemple chez le magasin Piéton à Angers, les magasins Scott Premium à Nantes et globalement dans l'Ouest. Donc voilà, on trouve différents indépendants, des plus grandes chaînes comme Courir ou les Galeries Lafayette également. Donc tous ces points de vente se retrouvent sur notre site internet. Et j'invite aussi d'ailleurs les gens à aller dans les commerces indépendants, à faire vivre les centres-villes, parce que ça aussi c'est un sujet qui nous tient à cœur et je pense qu'on a tous envie que nos centres-villes soient dynamiques, et donc pour ça il faut aller en magasin, et en plus là je reviens sur mon bilan carbone, l'impact carbone de la livraison d'une paire de chaussures en camion, il est énorme. Ça représente 8% de nos impacts, les différentes livraisons. Donc, c'est beaucoup plus que finalement l'import en conteneur. Ouais. Là où en magasin, on va livrer en plus grosse quantité, donc moins d'impact. Donc, si vous allez à pied dans le petit magasin près de chez vous, l'impact, il est quand même 1000 fois moins grand que de faire venir en camion une paire depuis notre entrepôt à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Ouais. Donc, voilà, allez en magasin. Et puis, c'est mieux. Enfin, pour tester les chaussures, il n'y a rien de mieux que les mettre au pied. Alors, je ne sais pas si vous fonctionnez un peu comme des sites comme Zalando ou quand sur votre site web, ou si jamais la personne ça lui va pas, vous le renvoie ou enfin. Alors nous justement là-dessus, on souhaite un peu responsabiliser les clients pour justement ne pas tomber dans les pendants de Zalando, Amazon et autres. Ouais, c'est top. Un client qui achète sur notre site internet, s'il doit changer de pointure, là, c'est à nos frais. On considère qu'on l'a peut-être pas assez bien guidé dans le choix de sa pointure, donc on prend le retour et la relivraison à nos frais. Par contre, un client qui souhaite se faire rembourser dans les 14 jours contractuels, légal, là, les frais de retour sont à sa charge. Pourquoi ? C'est pour éviter qu'un client commande du 42 et du 43, fasse l'essayage chez lui et nous renvoie la paire. Ou prenne le bleu, le rose et le vert, fasse le choix chez lui et nous renvoie la paire, parce que tout ça c'est un impact carbone, et on l'a connu à l'époque où on faisait les frais de retour offerts. Donc maintenant, pour responsabiliser, on dit voilà, vous voulez échanger, ok, par contre si c'est pour un remboursement et donc pour ce type de démarche par exemple, là les frais de retour sont à votre charge. Ce qui est logique. En tout cas, on entend qu'il y a quand même une vraie démarche de bout en bout chez Ngo, et ça c'est super chouette. En tout cas, merci beaucoup Kevin pour cet échange. Merci et puis pour l'invitation. J'encourage tout le monde à aller donc sur ngo-shoes.com pour aller voir les modèles et bien évidemment les points de vente où acheter les chaussures. Merci Yves. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Eco. Merci de le partager au plus grand monde via les réseaux sociaux ou par email. Merci pour vos commentaires, vos étoiles sur Apple Podcast et vos likes sur YouTube. Merci pour votre fidélité et à bientôt à l'écoute de Génération Eco.